Il y a environ 100 ans, Sri Aurobindo s'est retiré de la politique active pour se consacrer à un développement plus important pour l'humanité. Après avoir vécu différentes expériences spirituelles, il a reçu des révélations sur la nature de l'évolution humaine et la nécessité d'un changement radical de conscience. Avec la mer, il a poursuivi cette voie et a réalisé un état de conscience supérieur appelé le surmental. En 1926, l'étape capitale a été franchie lorsque cette conscience supérieure a été descendue dans le corps physique de Sri Aurobindo, permettant ainsi la transformation de son esprit et du monde matériel. Ce processus de transformation implique des descentes successives de la conscience et nécessite du temps pour s'assimiler et se stabiliser. La réalisation de cette conscience supérieure peut se produire plus tôt que le processus de transformation. Sri Aurobindo s'est ensuite consacré entièrement à la descente de la conscience supramentale dans le monde physique, tandis que la mère prenait en charge la responsabilité des disciples et de leur sadhana. Une des anciennes disciples, Svarnadi, a partagé comment elle a été guidée par Sri Aurobindo à travers des expériences mystiques, dont la vision des chakras et de l'énergie de la Kundalini. Tout cela faisait partie du processus de préparation pour la descente du supramental dans le physique. Environ en 1926, Sri Aurobindo a confié à la mystérieuse mère la responsabilité de guider la sadhana, pratique spirituelle, des disciples. Bien qu'il se soit retiré physiquement du contact direct, il maintenait une connexion spirituelle avec les disciples. Leur relation était également basée sur une correspondance intense, avec des lettres écrites pendant des heures. La manifestation du supramental autour de Sri Aurobindo était si intense qu'il était interdit de le regarder directement. Pendant les darshan, rencontres spirituelles, il devait réduire son pouvoir spirituel pour le rendre supportable pour les visiteurs. Le supramental avait été établi dans différents plans de conscience, mais la dernière étape était de l'établir pleinement dans la conscience physique, ce qui était un défi majeur. Sri Aurobindo faisait une distinction importante entre l'overmind, conscience supramentale, et le supermind, conscience gnostique. L'overmind était une étape inférieure de la conscience supramentale, tandis que le supermind proprement dit était la véritable conscience gnostique, une conscience d'unité qui n'aurait jamais expérimenté la division. Cependant, pour expérimenter la division et l'évolution, le supramental devait prendre une étape descendante vers l'overmind. Dans ces extraits, il est expliqué que l'esprit surmental, aussi appelé superconscience, est la véritable essence de la vérité. Dans les temps anciens, de nombreux sages ont tenté d'atteindre cette conscience supérieure, mais ont échoué à faire la distinction entre l'esprit surmental et l'esprit supérieur. Cela a conduit à la fausse conclusion que la matière ne peut pas être transformée et que le monde est irréel. Cependant, cette distinction subtile est la clé de la transformation de la matière et de l'établissement de la conscience surmentale dans le monde. Sri Aurobindo a travaillé à ramener cette conscience surmentale sur Terre, en réalisant lui-même cette conscience dans son propre être et en la transférant dans le corps physique de la mère. En 1956, lorsqu'elle a pu briser la barrière entre la vérité et la réalité, la mère a décrit comment elle s'est retrouvée dans un corps plus vaste que l'univers entier, devant une porte qu'elle devait franchir pour libérer la conscience surmentale. Cet événement est comparable à la description védique selon laquelle le visage de la vérité est couvert par un couvercle doré. Après cela, la mère a commencé à répandre activement cette conscience dans le monde, encourageant la création de centres et la diffusion des enseignements de Sri Aurobindo. Elle a également prédit la création d'une grande ville dans la région où se trouve maintenant Auroville. Ainsi, l'événement de 1956 a marqué l'achèvement du travail pour lequel Sri Aurobindo et la mère sont venus sur Terre. Tout ce qui a suivi peut être considéré comme un don supplémentaire de leur grâce à l'humanité. Le but était de permettre à la conscience surmentale de se manifester directement dans la vie humaine. La distinction entre l'établissement de l'ashram et celui d'Auroville, ainsi que leur relation, est importante à comprendre. L'ashram a été créé initialement pour créer un espace concentré afin de faire descendre la conscience supérieure. Une fois cela réalisé, il était nécessaire de créer le cadre de vie dans lequel cette conscience pouvait se manifester de manière plus directe. Cependant, l'ashram avait ses limites, tant en termes d'espace que de focalisation, ce qui a rendu nécessaire la création d'Auroville, avec un objectif déclaré différent. Malgré ces différences, les deux centres ont une relation complémentaire, l'ashram reste un point focal pour la réalisation de la conscience dans Auroville, qui est à son tour le point focal de cette réalisation dans les formes de vie. Auroville est un lieu où tout doit être construit à partir de zéro, selon les choix de cette conscience supramentale, qui est une possibilité infiniment riche et diversifiée. Par conséquent, l'organisation de la vie à Auroville subira une série d'évolutions en fonction de l'évolution de la conscience des personnes qui y vivent. Mère n'a pas donné de règles strictes, mais a posé des principes spirituels fondamentaux autour desquels les structures organisationnelles peuvent librement évoluer pour répondre aux besoins du moment. L'ashram et Auroville ont été établis sur Terre pour devenir des conteneurs et des points focaux de l'action directe de la conscience supramentale, et ils représentent la promesse de réalisation pour l'avenir de l'humanité. Ce processus de réalisation requiert un changement graduel, plutôt qu'un saut soudain, et chaque personne doit passer par son propre processus de transformation. Le changement dont parle Sri Vindu implique une transition qui se déroule dans le monde entier en une seule fois.
Cette transition implique une lutte inévitable, car la nature a mis en place un processus évolutif pour conserver les réalisations passées et créer une base stable. Cette base devient la résistance pour le nouveau pas. Dans la conscience mentale divisée du monde manifesté, chaque force a le droit d'exister et de persister, créant ainsi une lutte conflictuelle de forces. Cette lutte est composée de la persistance, de la récurrence et de la résistance, qui ralentissent le changement naturel. La transition est donc progressive et nécessite du temps. De plus, cette transition est sans précédent, car elle implique une transformation physique de la conscience. Malgré les difficultés, la réalisation de l'unité humaine à Auroville est certaine, mais cela nécessitera du temps et des efforts. Il est certain que ce changement se produira, mais seulement si nous devenons les représentants de l'aspiration de l'humanité pour cette transformation. Il est prévu que cela se produise dans des communautés créées à cet effet, qui seront les berceaux de cette conscience transformée. Nous pouvons constater cela à travers différentes traditions et perspectives, où il existe un sens commun d'un événement extraordinaire à venir. Par exemple, le calendrier Maya prédisait la fin d'une ère en 2012, ce qui a engendré de nombreuses prophéties apocalyptiques similaires. De même, des figures religieuses et mystiques de différentes traditions ont fait des prédictions sur la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Certains ont même prédit des événements tels que l'homme marchant sur la Lune. Ces traditions ont également associé ces fins d'ère à des changements dans la religion elle-même. Cependant, ce qui se passera après cette transition n'est pas clairement expliqué, car cela pourrait dépasser notre compréhension mentale. Finalement, il y a aussi des rythmes naturels qui régissent le développement de la conscience humaine, tels que les cycles yogiques. Ces cycles se déroulent sur de longues périodes de temps et correspondent à des étapes évolutives. Bien que ces cycles puissent prendre des tournants approximatifs, ils semblent prédire des changements psychologiques et de conscience. Il est donc intéressant de prendre en compte ces perspectives variées lorsqu'on aborde la question de la transformation de la conscience humaine. Selon les cycles naturels, nous sommes à l'aube de changements majeurs. Tout d'abord, il y a le cycle d'extinction qui se produit tous les 64 millions d'années, où plus de 80% des espèces disparaissent, suivi d'une nouvelle floraison de vie. Le dernier cycle d'extinction a eu lieu il y a exactement 64 millions d'années avec la disparition des dinosaures, donc le prochain est prévu dans les prochains 500 à 1000 ans. Ensuite, il y a le cycle des périodes glaciaires, qui a une durée d'environ 100 000 ans. Nous sommes actuellement dans une période de réchauffement après la dernière période glaciaire il y a 10 000 ans, donc la prochaine période froide devrait commencer bientôt, dans les prochains 500 ans environ. Enfin, il y a le cycle du champ magnétique de la Terre, qui s'inverse régulièrement et influence les phénomènes géophysiques tels que les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. On observe actuellement une dérive du pôle magnétique de la Terre, ce qui peut être un signe de changement majeur à venir dans les prochains 400 ans. Cependant, il est important de noter que les prédictions de catastrophes ont été atténuées ou modifiées par la manifestation du supramental en 1956, qui est censé favoriser une évolution rapide et harmonieuse, tout en minimisant les conflits et les difficultés. Il est intéressant de souligner que la conscience humaine collective a une influence sur les processus physiques de la Terre. Des expériences ont montré que les vibrations des atomes sont affectées lorsque les individus pensent ou ressentent ensemble. Par conséquent, les séismes, les éruptions volcaniques et même la météo peuvent être influencés par l'état de conscience des êtres humains. Ainsi, bien que des changements majeurs soient à prévoir, il est possible que la manifestation du supramental et l'évolution de la conscience humaine permettent une transition plus douce et harmonieuse vers ces nouveaux cycles. L'humanité est confrontée à des transitions dramatiques et potentiellement destructrices qui auront un impact considérable. Cependant, ces transitions pourront être modifiées, réduites ou utilisées de manière constructive si nous choisissons de changer. La nature nous a déjà averti des conséquences de notre comportement destructeur, notamment en ce qui concerne notre environnement. Si nous ne stoppons pas cette destruction, notre environnement se déstabilisera et nous n'aurons pas assez de nourriture pour survivre. Ainsi, la survie même de l'humanité est en jeu. Pour éviter cela, il est primordial de prendre des mesures correctives dès maintenant. Cela implique de payer le prix des dommages déjà causés, mais cela permettra également de créer une meilleure synergie avec la nature et de favoriser une plus grande harmonie pour les générations futures. Le choix que nous devons faire en tant qu'humanité est de nous concentrer sur nos priorités. Devons-nous nous satisfaire de nos désirs et de nos revendications égoïstes du moment, ou devons-nous élargir notre perspective et penser à l'humanité dans son ensemble, ressentir notre unité avec le tout et avec les temps à venir ? Ces dernières années, une philosophie émergente a exacerbé les problèmes actuels, celle selon laquelle notre conscience est le produit d'un processus matériel et que notre esprit et notre conscience ne sont que des effets secondaires biologiques. Cette philosophie réductionniste est au cœur de la destructivité de l'espèce humaine, qui a été décrite comme un virus détruisant tout sur son passage sans se soucier de la durabilité. Cependant, cette vision est en contradiction directe avec la conscience suprême et avec la vérité de l'unité. Il résulte de cela une pression, une tension, voire une destruction écrasante, car les anciennes formes doivent être détruites si elles ne changent pas d'elles-mêmes. Dans cette lutte entre la nouvelle conscience et l'ancienne, nous sommes appelés à devenir des héros guerriers pour combattre le passé et permettre l'émergence des nouvelles choses.
Ce combat se déroule individuellement en nous, mais aussi collectivement dans notre collectivité. Cette lutte nous appelle à choisir entre le moi égoïste et les aspirations de la conscience divine. Chaque décision que nous prenons est une opportunité de choisir et d'évoluer vers notre plus haut potentiel, en réalisant que le moi égoïste est en réalité une expression déformée de la conscience divine. En soumettant notre ego à cette conscience suprême, nous pouvons trouver une satisfaction et une plénitude véritable. Chaque relation et chaque action est une opportunité de faire ce choix. Dans chaque conflit et dans chaque situation, il y a un choix à faire. La question est de savoir quel est le plus important dans l'équilibre, soumettre ma propre connaissance supérieure, ma conviction ou mon idéal plus souvent. Tant que nous penchons clairement vers le plus élevé, la moitié du combat est déjà gagnée. Le reste est un processus de consolidation et de stabilisation. Pour savoir si une nouvelle conscience est en train de s'établir physiquement, il y aura deux signes, un changement dans les modèles météorologiques, avec une diminution des extrêmes de chaleur et de froid, et une transformation de la forme du corps humain, avec une réduction de la distinction entre les formes masculines et féminines. De plus, on peut s'attendre à une extension de la durée de vie grâce à une conscience corporelle développée et une ouverture à une conscience supérieure. Dans l'ashram et à Auroville, on observe déjà des personnes vivant plus longtemps qu'ailleurs dans le monde. Une étude a été menée dans les ashrams pour examiner les dossiers physiques des étudiants remontant à 50 ans. Les enregistrements comprenaient les coordonnées médicales, la taille, le poids, etc. Récemment, ces données ont été informatisées et des analyses statistiques ont été réalisées. Les résultats montrent que ces dernières décennies, la taille moyenne des garçons et des filles augmente, mais la différence entre les deux moyennes se réduit. Cela indique que les garçons et les filles grandissent tous les deux, mais la différence entre eux diminue. Une observation intéressante est que les nouveau-nés ont des caractéristiques physiques différentes de celles il y a 30 ou 40 ans. Les bébés d'aujourd'hui naissent avec des cheveux, les mains ouvertes et les yeux ouverts, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cela suggère que certains aspects du développement après la naissance sont ramenés dans le ventre de la mère, ce qui accélère l'évolution physique de l'espèce humaine. Parallèlement à ces changements physiques spectaculaires, des changements psychologiques sont également observés, bien que plus subjectifs. Le passage d'une époque à une autre est décrit comme une phase destructive appelée pralaya en sanskrit. Ces transitions sont accompagnées de destruction et de changements majeurs. Par exemple, les systèmes gouvernementaux et économiques sont remis en question et des institutions construites par l'esprit humain sont progressivement démantelées. Les gouvernements, autrefois garants de la sécurité nationale, sont aujourd'hui perçus comme des freins au changement et sources de corruption. Le système économique capitaliste est également en train de s'effondrer, car il est basé sur des fondements erronés. L'argent, par exemple, est vu de manière négative alors qu'il est en réalité une manifestation du pouvoir divin. Toutes ces transformations montrent que l'évolution humaine, à la fois physique et psychologique, est en accélération et que des changements majeurs sont à prévoir dans l'avenir. La synthèse de ce texte met en évidence plusieurs points importants. Tout d'abord, il est souligné que la richesse et le pouvoir sont perçus comme une force vitale dans le monde, représentée par des symboles tels que l'argent. Cependant, il est souligné que l'argent lui-même n'existe pas réellement, mais est représenté par des chiffres. Le système bancaire actuel repose sur la dette, où la richesse est créée à chaque fois que quelqu'un emprunte de l'argent. Cela crée une succion négative qui concentre l'argent dans certaines zones, entraînant éventuellement l'effondrement du système. Une réforme économique et une nouvelle formation des institutions et des mentalités sont nécessaires. En outre, l'auteur aborde également la relation entre l'environnement et le système financier. Il soutient que si la nature vivante est ignorée et que seul le capital naturel détruit est considéré comme un actif, cela conduit à la destruction de l'environnement au profit des intérêts financiers. Enfin, l'auteur évoque le rôle des femmes dans le changement social et culturel. Il fait référence à la vision pionnière de la mère, qui a encouragé l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes bien avant son temps. Il note également que la mère était capable de percevoir la formation psychologique individuelle des femmes, qui était encore en développement, et qu'elle était déterminée à provoquer des changements radicaux dans la société. En somme, ce texte soulève des questions importantes sur la nature du pouvoir et de la richesse, le fonctionnement du système bancaire, l'impact sur l'environnement et le rôle des femmes dans le changement social. Dans ce texte, il est suggéré que les femmes étaient autrefois moins individualisées et dominées par les hommes, mais qu'il y a eu des civilisations passées où les femmes étaient plus puissantes que les hommes. Il est également souligné que, dans la transformation supramentale, la distinction entre les genres devient insignifiante, car il s'agit de dépasser les limites de la conscience. On parle également d'une stratégie de la nature consistant à réunir toutes les spécialisations et les diversités pour créer une richesse et une diversité plus grande. On constate également une augmentation des mariages interculturels, interreligieux et interraciales, ainsi qu'une évolution des structures familiales et des identités nationales, au profit d'une identité humaine plus forte. Il est souligné que cette évolution prendra au moins 100 ans et se développera progressivement. On observe également une interdépendance croissante, notamment grâce à l'Internet, qui émerge d'un processus de base et contourne les gouvernements. L'idée de l'unité humaine prévaut aujourd'hui sur la notion de nationalité et les gouvernements doivent s'y soumettre.
Le développement des nouvelles technologies telles que les dispositifs électroniques et Internet a permis une connexion mondiale sans précédent. Ces technologies ont rendu impossible la restriction de l'accès à l'information et ont favorisé un échange rapide et global des médias. Les films, la musique et d'autres formes de médias sont désormais accessibles dans le monde entier, permettant aux individus de découvrir et de s'intéresser à des cultures différentes des leurs. Cette ouverture croissante à d'autres cultures et valeurs est une expression de l'unité profonde de l'humanité. Ce besoin d'établir des liens et d'absorber les expériences d'autres cultures a été anticipé par la fondatrice d'Euroville, qui a demandé la création de pavillons représentant chaque culture dans cette communauté internationale. L'idée était de permettre à chaque culture de partager son meilleur sans perdre son unicité. Ce désir de connexion et d'absorption de différentes cultures a également été observé dans le développement des centres commerciaux, où les consommateurs peuvent choisir parmi une variété de cuisines et d'expériences culturelles. Cependant, il est important de souligner que cela n'est qu'un point de départ et que la véritable valeur se trouve dans le partage des valeurs psychologiques entre les cultures. Cette interdépendance croissante a pris de nombreuses formes, y compris sur le plan économique, mais elle est avant tout une expression d'un besoin psychologique ressenti au sein de chaque individu. Elle n'a pas été créée par un individu, un gouvernement ou un système éducatif, mais est émergée naturellement grâce à la conscience supramentale qui pousse l'humanité vers cette unité. Les difficultés et les crises sont souvent des catalyseurs de cette unité, car elles amènent les individus et les groupes à se rapprocher et à surmonter leurs différences. Cependant, une fois que la crise est passée, les individus retrouvent souvent leur individualité, bien que le lien établi pendant la crise persiste. Dans le reste du monde, ces changements sont souvent perçus comme un processus social ou accidentel, tandis que pour les habitants d'Euroville, il existe une conscience active et dirigeante de la conscience supramentale. Cela permet d'ouvrir délibérément cette conscience et de faciliter les changements rapides et importants. L'approche de la conscience supramentale peut être vue sous deux angles. D'une part, elle peut être considérée comme une vaste puissance cosmique impersonnelle qui agit dans tout et à travers toutes les formes. D'autre part, elle nécessite des niveaux intermédiaires tels que l'over mental et l'intuition pour agir sur la réalité finie. Pour les habitants d'Euroville, la relation avec la conscience supramentale est une opportunité unique et privilégiée, leur permettant de participer consciemment à cette évolution et de favoriser des changements rapides et harmonieux. Dans cette synthèse, il est expliqué deux façons de se relier à la conscience supramentale. La première consiste à la percevoir comme un pouvoir cosmique, tandis que la seconde invite à la connaître comme la déesse mère divine. Cette relation intime avec la mère divine permet d'être en contact direct avec la conscience supramentale. Il est également souligné que la transformation rapide de soi-même est possible en se donnant entièrement à la mère divine. Cependant, il est précisé que cette transformation demande du temps et de l'engagement. Le but de cette démarche est d'entrer en contact avec la conscience supramentale et d'ouvrir progressivement tous les aspects de notre être à cette expérience. La conscience supramentale est décrite comme étant présente en nous, remplissant notre corps et nos différentes substances, prana, mentales, mais son action directe nécessite notre ouverture et notre invocation. En conclusion, nous avons la possibilité de nous relier à la conscience supramentale à travers différents moyens et techniques, et plus notre ouverture est grande, plus son influence sera directe sur notre être. Dans cet extrait, il est mentionné que Sri Aurobindo et la mère ont achevé leur travail de réalisation et de transformation de la conscience humaine, même au niveau physique. La mère observe que certaines cellules de son corps ont réussi à faire cette transition et à s'ouvrir au divin, devenant ainsi immortelles. On nous dit que ce processus est déjà établi comme un prototype dans la conscience collective, rendant inévitable le voyage à venir vers le supermental. La mère affirme que le résultat du supermental sera évident pour tous dans un millier d'années, et elle est convaincue que le corps humain lui-même sera beaucoup plus plastique que ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui dans les 300 prochaines années. En utilisant l'exemple des acrobates chinois, elle souligne la potentialité incroyable du corps humain à être souple et conscient, et suggère que si nous nous dédions de la même manière à la croissance de la conscience, nous pourrions atteindre des niveaux similaires. Le texte souligne également que la seule chose qui nous empêche de progresser est le manque d'effort de notre part. Le changement est déjà là, prêt à nous pousser et nous obliger à évoluer, mais nous résistons souvent à cause du manque d'effort, d'intérêt ou même de révolte. Cette résistance crée de la douleur, mais dès que nous relaxons cette partie et permettons le changement, la tension et la douleur disparaissent. Il est expliqué que la transition vers la prochaine étape de conscience entraînera également une diminution de l'effort nécessaire, tout comme cela s'est produit dans l'évolution de l'homme à partir des singes. Le texte souligne que nous sommes actuellement parmi les rares à être engagés dans cet effort concentré, combinant nature, âme et force supramentale pour effectuer cette transition. L'auteur rappelle l'importance de cette opportunité unique de faire des progrès extraordinaires et souligne qu'il est essentiel de se recentrer chaque jour sur cette aspiration pour éviter d'être distrait ou dispersé. La perspective donnée est qu'il n'y a pas de statu quo dans le développement spirituel, mais seulement de la croissance ou de la régression. Pour rester dans une croissance constante, il est nécessaire de profiter du renouvellement quotidien et de l'aide disponible pour continuer à progresser. Nous devons continuer à apprendre et à nous développer tout au long de notre vie.
La vie est notre école et Auroville est le plus grand centre d'apprentissage au monde. Nous devons développer nos compétences mentales, nos forces vitales et notre conscience physique. Il est nécessaire de donner de l'attention à toutes ces parties de notre être et de les développer. Nous devons également ouvrir notre conscience vers le spirituel, le supramental et la divine mère. Bien que nous puissions créer les conditions nécessaires à cette évolution, cette transformation vers le supramental ne peut se produire que par le don de la divine mère. La science a également apporté de nouvelles connaissances et un certain contrôle sur la matière grâce à la génétique et à la réalité virtuelle, mais cela ne suffit pas pour surmonter la dégénérescence des tissus. Ainsi, la solution réside dans un changement psychologique profond, où l'esprit reste jeune et où les cellules se soumettent à une conscience supérieure. La technologie apportera un soutien jusqu'à un certain point, en rendant le confort et une base réceptive. Mais c'est finalement la conscience supérieure qui provoquera le changement décisif. La mère affirme que le centre d'éducation de l'ashram deviendra le plus grand centre d'apprentissage du monde, mais cela dépendra de notre réceptivité individuelle et collective. Le système éducatif devra changer radicalement, tout comme la relation entre spiritualité et religion. La consolidation des forces de résistance et de régression signifie qu'elles sont sur le point de disparaître, ce qui est en cours, agent. Le terrorisme, considéré comme une force de résistance, peut surgir dans n'importe quelle religion ou même dans le domaine de la science. Cependant, cette consolidation permet aussi de les traiter plus facilement en tant que groupe. La nature divise pour mieux éliminer ces forces régressives. Elles peuvent apparaître en alliance les unes avec les autres, mais elles n'ont plus la même force individuellement. Tout cela indique que nous sommes proches d'une percée et que nous avons la possibilité de minimiser la douleur de la transition. Dans ce discours, il est souligné que le processus de purification de la conscience collective et l'établissement d'un nouveau monde dépendent de notre ouverture et de nos choix en tant que collectivité. Auroville est présenté comme une étape vers la prévention d'une autre guerre mondiale, en offrant une alternative à l'humanité. La réalisatrice fait référence à l'indépendance de l'Inde pour illustrer comment l'accomplissement de certains objectifs peut être retardé ou influencé par les circonstances et les actions des individus. La réunification de l'humanité dans une nouvelle conscience et dans un nouveau monde est décrite comme étant prête, mais le moment de sa réalisation dépend de notre réceptivité en tant que masse. La chapitre se termine avec une brève prière pour rappeler notre but, le soutien divin et l'importance de l'instant présent dans l'histoire humaine.